J'espère que tout roule pour vous. Pendant que vous buviez peut-être votre café, dimanche dernier, le 19 octobre, une petite secousse diplomatique a été déclenchée à l'échelle maghrébine. En à peine quelques heures, le vieux conflit entre Alger et Rabat s'est retrouvé sur le devant de la scène façon blockbuster. La cause ? Une annonce sortie tout droit du carnet de bord de Washington, dans les 2 mois à venir une médiation et un plan de paix, serait proposée aux 2 frères ennemis du Maghreb. Oui, vous avez bien entendu, les États-Unis veulent jouer les arbitres. Le messager Steve Witkoff, l'envoyé spécial version Trump qui n'a pas mâché ses mots, il était flanqué de Jared Kushner, l'éternel stratège et gendre modèle de Donald Trump, celui-là même qui avait vendu les accords d'Abraham comme un best-seller diplomatique en 2020. Autant dire que ça ne rigole pas côté américain. Depuis cette révélation, un seul sujet monopolise les débats, le Sahara occidental. On n'entend plus parler que de ça, comme si la planète entière s'était figée sur cette ligne de sable. Le Maroc jubile discrètement l'Algérie et l'affaire a été cueillie à froid. Totalement prise de court. Personne à Alger n'avait vu venir cette salve venue d'outre-Atlantique, une véritable grenade diplomatique lancée avec le sourire étoilé de l'Amérique. Et visiblement, cette fois, Washington veut aller jusqu'au bout. Du côté de Washington, le compte à rebours est lancé 60 jours top chrono pour mettre en musique une solution censée désamorcer ce vieux conflit qui traîne comme une ombre sur le Maghreb. Et figurez-vous que le front Polisario, longtemps campé sur ses positions, a commencé à remuer ses pions. Contre toute attente, il tend la main à Rabat pour envisager des pourparlers en face à face. Oui, vous avez bien lu. Les signaux récents venus de leurs cadres dirigeants laissent même entrevoir une certaine ouverture. Ils ne ferment plus totalement la porte à la proposition d'autonomie avancée par le Maroc. Bien sûr, il y a une condition, que les Sahraouis puissent s'exprimer dans les urnes librement via un référendum. Pas question de signer les yeux fermés, ils veulent que le peuple dise oui ou non à ce modèle d'autonomie. Bref, rien n'est acté, mais l'idée pour la première fois circule. Et ça, c'est déjà un frisson sur l'échiquier. Avant d'aller plus loin, car oui, on peaufine actuellement une émission complète sur le sujet, avec interview à la clé, prise de parole croisée, et peut-être même des témoignages exclusifs, laissez-moi vous proposer une petite mise en perspective. On va tenter de tendre le micro aux 2 camps côté Polisario, mais aussi parmi ceux qui gravitent autour des autorités marocaines, pour essayer de comprendre ce fameux concept d'autonomie dont tout le monde parle, et voir s'il existe une piste crédible pour mettre fin à ce bourbier saharien. Mais en attendant ce grand déballage, j'aimerais vous suggérer un petit exercice de mémoire comparative. Jetez un œil à la manière dont l'affaire était traitée du temps de Bouteflika, puis regardez ce qu'en fait aujourd'hui le clan Tebboune. 2 styles, 2 écoles et 2 conséquences radicalement opposées. L'un, Bouteflika, jouait la carte du diplomate prudent, mesuré stratège en coulisses. L'autre, Tebboune, monte au front, la baïonnette au clair, distribuant invectives et postures martiales à tout va. Résultat, une escalade sans précédent, un conflit ravivé, et une Amérique qui jusqu'ici peu concernée se voit contrainte de chausser les bottes du médiateur. Comme quoi, à force de souffler sur les braises, on finit par attirer les pompiers. Pour les stratèges américains, le Sahara occidental, jusqu'à récemment, c'était un vague caillou coincé entre 2 voisins en développement, une querelle presque folklorique entre tribus du désert. Rien de stratégique, rien de vital. Le Maroc, un partenaire fiable. L'Algérie, une amie qu'on respecte. Bref, on évitait de se salir les mains. Historiquement, Washington a toujours penché du côté de Rabat, tout en gardant des relations cordiales avec Alger, l'équilibre parfait, sans prise de tête. Créer un nouvel État dans cette zone. Hors de question, ça compliquerait un échiquier déjà bien assez instable. Mais voilà, les choses ont changé. Depuis la rupture diplomatique de 2021, les regards se durcissent, les arsenaux se remplissent, et surtout d'autres grandes puissances, Russie, Chine, Turquie, flairent l'opportunité et s'invitent dans la partie. Résultat, le conflit local se transforme en brasier régional. Et pour Washington, quand un feu menace les abords de l'Europe-Espagne, en ligne de mire France, pas loin derrière, il faut agir. C'est dans ce contexte que l'administration Trump, réputée peu sentimentale, commence à prendre le dossier au sérieux. Car ce qui autrefois passait pour une chamaillerie lointaine
s'apparente désormais à une poudrière aux portes de l'Occident. Revenons un instant à l'ère Bouteflika. Jetez un œil à la manière dont l'Algérie abordait alors la question saharienne. Tout était dans la retenue, la stratégie, le verbe peser. L'ancien président n'avait pas besoin de hausser le ton pour s'imposer. Un discours qu'il a prononcé à l'époque résume à merveille son approche claire, construite alignée sur les principes du droit international. Voici reformulée la substance de ces mots. Le dossier du Sahara occidental, tout comme d'autres conflits dans le monde, n'a rien d'insurmontable. Depuis les années 60, l'Algérie défend cette cause au sein des institutions internationales. J'ai personnellement été engagé dans de nombreux combats similaires, Belize, Brunei, le Timor, le Suriname et bien sûr le Sahara. Pour tous, j'ai toujours soutenu une seule chose, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce n'était pas un cri de guerre, c'était une profession de foi diplomatique portée par un homme rompu aux arcanes de la géopolitique. Bouteflika évoquait le Sahara comme un dossier parmi d'autres, non comme une obsession nationale. Et surtout, il parlait sans haine, sans insulte, sans attaque gratuite, juste avec conviction. À chaque tribune où je prenais la parole, je plaidais inlassablement pour que chaque peuple, sans exception, puisse choisir librement son destin. Et il faut bien reconnaître que plusieurs cas ont été réglés proprement, Belize, Brunei, le Suriname. Chacun a fini par trouver sa voie sans effusion de sang. Mais il y a des épisodes qui laissent un goût amer. Je n'aime pas le rappeler, mais après une visite bien médiatisée du président Gerald Ford à Jakarta, il n'aura fallu qu'une poignée de jours pour que le Timor oriental soit brutalement annexé par l'Indonésie. Et pourtant, ce pays, l'Indonésie, c'est un ami de longue date. C'est le berceau de la conférence de Bandung, ce moment charnière pour les luttes de libération dans le Sud global. Mais même avec ce lien fort, nous n'avons jamais transigé, nous avons toujours défendu le droit du peuple timorais à l'autodétermination. Et lorsque ce peuple a enfin parlé, l'Algérie a été la première à reconnaître son indépendance, sans hésiter. Car voyez-vous, ce qui est juste à Jakarta ne peut devenir injuste à Laâyoune. Je le dis avec une candeur presque naïve, je ne peux pas en toute conscience accepter qu'on condamne à raison l'occupation du Koweït, mais qu'on trouve soudainement des vertus à l'annexion du Sahara occidental. De la même manière qu'on m'explique que certains extrémistes sont des monstres, mais que d'autres, parce qu'ils logent à Londres ou à Paris, deviennent soudainement fréquentables. Cette logique m'échappe, je ne peux m'y résoudre. C'est peut-être ma nature. Je vous demande pardon, mais c'est ainsi que je suis façonné. Merci infiniment, Monsieur le Président. La parole est à vous. Et maintenant, prenez un instant. Écoutez attentivement le ton, la posture, le choix des mots de Bouteflika, puis comparez avec les envolées verbales de Tebboune. La nuance saute aux yeux. D'un côté, un homme aux phrases limpides, à la diction maîtrisée, à l'élégance verbale presque désarmante. Un président qui défendait la cause sahraoui sans trembler, certes, mais avec calme, hauteur de vue et un sens de la diplomatie qui frôlait l'art. Il militait pour l'autodétermination, plaidait pour l'émancipation du Sahara occidental, mais jamais il ne s'abaissait à salir un voisin. Pas un mot déplacé sur le royaume chérifien, aucune pique contre le roi, aucun sous-entendu venimeux envers ses institutions. Pas la moindre insulte, pas de mépris enrobé d'idéologie. Juste une défense méthodique d'un principe fondamental, soutenu par des faits, des comparaisons internationales, des arguments solides. Pas de débordement, pas de rage, pas d'obsession maladive anti-Maroc. Il y avait une ligne, une retenue, une discipline du verbe. Bref, c'était autre chose. C'était la politique avec panache. Quand Abdoun prend le micro, c'est le chaos assuré. Il ne fait pas de tri, il jette tout dans le même sac, l'Occident, le Maroc, les barons de la drogue, le sionisme, les espions, la sécurité nationale, l'entité israélienne, tout y passe. À l'écouter, les Marocains seraient responsables de toutes les tragédies de l'univers. Ils ont même peut-être volé la télécommande du palais. Comparez un instant ce délire verbal au calme olympien de Bouteflika. C'est le jour et la nuit. On ne parle pas ici du même niveau de discours ni du même calibre intellectuel. L'un jonglait avec les mots comme un orfèvre, l'autre distribue les accusations comme un vendeur de cacahuètes dans un stade. Mais attention, ce n'est pas un crime de manquer d'éloquence ou de finesse. Tout le monde ne peut pas être Bouteflika. Il y a ceux qui ont été forgés dans la diplomatie,
et ceux qui ont été moulés dans l'agitation. Le charisme, la formation, la stature, tout les distingue. Et le fond, c'est du populisme pur jus, des formules faciles, des amalgames grossiers et une obsession maladive pour désigner un coupable unique, le Maroc. Aujourd'hui, pour le régime en place, le Maroc, c'est un peu le bouc émissaire national. S'il pleut trop fort à Alger ou si la clim tombe en panne au ministère, c'est sûrement un coup de rabat. Mais à l'époque de Bouteflika, les choses étaient bien différentes. Le seul point de discorde entre les deux pays, c'était le Sahara occidental, ni plus ni moins. Le reste, on gérait. Les relations diplomatiques n'avaient jamais été rompues, pas même une fois. Les avions continuaient au fait de faire la navette entre Alger et Casablanca. Royal Air Maroc posait ses roues sur le sol algérien sans problème. Et Air Algérie en faisait autant dans l'autre sens. Certes, les frontières terrestres étaient dites closes, mais les canaux diplomatiques, eux, restaient ouverts. Le dialogue existait, les échanges existaient, et surtout, le respect mutuel était la règle même dans le désaccord. Bouteflika n'a jamais sombré dans une obsession anti-marocaine. Il défendait une ligne claire, le droit international, la légalité, une solution pacifique. Pas d'invective, pas d'hystérie, pas de politique de la haine comme on la voit aujourd'hui sous Tebboune. Non, à l'époque, la diplomatie avait encore un costume taillé sur mesure. Chez Tebboune, tout ce qui ne tourne pas rond, c'est la faute du Maroc. Et attention, il ne s'agit plus seulement du Sahara occidental. Non, non. Là, on parle d'un catalogue complet de griefs trafic d'armes, le Maroc, drogue dans les rues, le Maroc, espionnage, encore le Maroc, opposition politique, Maroc, et même les incendies de forêt devinés, toujours le Maroc. Le délire est tel qu'à force de chercher un coupable partout, on en arrive à des scènes ubuesques. Un exemple. Lorsqu'une partie de la presse pro-régime a insinué très sérieusement que l'élimination de l'équipe nationale algérienne dans certaines compétitions africaines aurait été orchestrée par le royaume chérifien lui-même. Oui, vous avez bien entendu, même le football ne serait pas à l'abri des manigances marocaines. Cette fixation est devenue pathologique, une véritable obsession, une paranoïa d'État. Tout le contraire de l'ère Bouteflika où, malgré les désaccords profonds, la question marocaine restait un sujet politique traité avec calme, méthode et diplomatie. C'était en 2013, pas si loin, mais tellement différent. Souvenez-vous, fin 2013 probablement, aux alentours d'octobre. C'était précisément à Abuja, lors d'une conférence africaine consacrée à la solidarité avec la cause sahraoui, qu'Abdelaziz Bouteflika, ou plutôt son entourage, puisqu'il s'exprimait par discours lus, avait pris la parole. Dans son intervention, il n'y avait rien d'explosif, mais un message clair sur la nécessité de trouver une solution au conflit du Sahara occidental. Du côté marocain, la réaction ne s'est pas fait attendre. Rabat a vu dans ce discours une attaque frontale contre son intégrité territoriale. Pour le Maroc, le Sahara occidental ne fait pas débat, c'est une province comme les autres. Et toute remise en cause de cette position équivaut à ses yeux à une provocation pure et simple. Quelques jours plus tard, le 31 octobre 2013, pour être exact, le ton monte. Le royaume décide de hausser officiellement la voix. Il convoque son ambassadeur en poste à Alger. Traduction diplomatique, on le rappelle, pour consultation. Une manière élégante de signifier son mécontentement tout en mettant un petit coup de pression à l'Algérie. Bref, c'est le Maroc qui a dégainé le premier sur le plan diplomatique. Mais à l'époque même, les tensions se géraient avec des gants blancs. Ainsi, le Maroc a officiellement décidé de rappeler son ambassadeur à Alger pour consultation formule feutrée du lexique diplomatique pour signifier un mécontentement lourd de sens. Ce geste faisait suite, selon Rabat, à une accumulation d'actes jugés hostiles de la part d'Alger, dont la goutte de trop aurait été ce discours signé Bouteflika, prononcé à Abuja en soutien au Sahara occidental. Le ministère marocain des Affaires étrangères n'y est pas allé par 4 chemins. Dans un communiqué, il dénonce un message intentionnellement provocateur et intrinsèquement agressif, preuve selon lui d'une volonté claire d'envenimer les choses. C'est donc bien le Maroc qui a enclenché l'escalade en retirant son représentant. Et qu'a fait Bouteflika? A-t-il hurlé, insulté, dégainé un communiqué incendiaire? Pas du tout. L'Algérie, avec un calme olympien, a préféré l'apaisement.
Son ministère des Affaires étrangères a simplement invité ses frères marocains, je cite, « à faire preuve de retenue ». En retour, Alger a qualifié la décision de Rabat de irresponsable et injustifiée, sans céder à la surenchère. L'art de répondre sans crier tout un style. Et l'affaire s'est éteinte aussi vite qu'elle avait éclaté. Quelques mois plus tard, comme si de rien n'était, l'ambassadeur du Maroc refaisait discrètement surface à Alger. Pas de crise prolongée, pas de scandale sur les plateaux télé, pas d'insultes qui fusent dans les journaux. Les relations diplomatiques, toujours intactes. La télévision publique algérienne ne s'était pas transformée en machine de guerre médiatique. Il n'y avait pas de journalistes en mission commandée pour vomir sur le voisin marocain 24h/24. Non. Ce genre de théâtre n'avait pas sa place à l'époque. Et pourtant, les désaccords existaient bel et bien. Mais sous Bouteflika, les tensions se géraient en costume-cravate, pas en treillis militaire. Il préférait la finesse au fracas, la négociation au clash. Parce que hausser le ton, balancer des accusations ou taper du poing sur la table, ce n'est pas ça qui te donne raison. Le volume ne fait pas la vérité. Et la colère n'est pas un argument. Voilà toute la différence. Voilà le nœud du problème avec le régime Tebboune. À force de hausser le ton, d'agiter le poing et de foncer tête baissée dans l'escalade verbale, il a fini, ironie du sort, par servir les intérêts du Maroc. Rupture des relations diplomatiques, check. Fermeture de l'espace aérien, check. Visa obligatoire pour les ressortissants marocains, check. Et pour couronner le tout, un discours quotidien de diabolisation alimenté par une propagande bien huilée. Même des citoyens marocains vivant en Algérie ont été arrêtés et accusés d'espionnage comme dans un mauvais roman d'espionnage des années 70. Et pourtant, sous Bouteflika, c'était exactement l'inverse. À cette époque, c'était Rabat qui jouait les durs, multipliait les gestes hostiles, et Alger, malgré tout, restait dans la retenue, le calme, la diplomatie. Aujourd'hui, les rôles ont été complètement inversés. L'Algérie s'est glissée dans le costume du provocateur plus dur, plus bruyante, plus brutal. Et pendant ce temps, le Maroc joue la carte du pays victime pacifique raisonnable. Et ça, c'est un retournement qui change toute la perception internationale. Aujourd'hui, si vous interrogez Washington, Bruxelles ou même Moscou, vous verrez qu'il ne s'agit plus à leurs yeux d'un débat sur l'avenir du Sahara occidental. Non. Ce qu'ils voient, c'est une querelle de voisinage, un clash frontal entre Alger et Rabat. L'idée d'un processus de décolonisation évaporé, enterré sous des couches de discours rageurs, de gestes hostiles et de déclarations enflammées. Résultat, dans le récit international, le Maroc a troqué son costume d'accusé pour celui de victime. Et c'est bien le régime Tebboune, avec sa communication agressive, sa rhétorique accusatoire et son obsession marocaine, qui lui a offert ce rôle sur un plateau. Le dossier du Sahara relégué à l'arrière-plan. Et même les grandes puissances s'alignent sur cette nouvelle lecture. À Washington, on parle désormais de tension bilatérale. À Moscou, on emploie un ton plus feutré, mais l'idée est la même tant que tous les acteurs impliqués, notez bien, tous trouvent un terrain d'entente, alors la solution sera acceptée. Mais entre les lignes, ce que ça veut dire, c'est que pour la planète, le vrai nœud du problème, ce n'est plus le Sahara, c'est la rivalité entre deux États. Mais quand on parle de toutes les parties, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Ce n'est pas simplement une invitation pour le Maroc et le Front Polisario à se mettre autour d'une table. Non, non. C'est une manière diplomatique de dire que l'Algérie est un acteur central, que ça lui plaise ou non. Et ce n'est pas juste la Russie qui le sous-entend, la Chine, l'Union européenne. Tout le monde a bien compris que le nœud du conflit, ce n'est pas juste une affaire de Sahara, c'est une tension Algérie-Maroc pure et dure. À l'époque de Bouteflika, le discours était tout autre. Pour lui, ce n'était pas une querelle de voisinage, mais un combat juridique, une question de principe. Le droit à l'autodétermination était selon lui un fondement à défendre pour éviter que le chaos ne devienne la norme dans les relations internationales. Et aujourd'hui, le Sahara n'est plus traité comme une question de droit, mais comme une revanche personnelle. Le régime actuel l'a instrumentalisé obsession marocaine à tous les étages, propagande à plein régime. Ce n'est plus une cause, c'est devenu un levier de politique interne, un outil pour harceler Rabat. Résultat, Tebboune s'est isolé.
À force d'être dans l'agressivité permanente, de faire de la brutalité un mode de gouvernance, il a poussé la communauté internationale dans les bras du Maroc. Parce que, soyons honnêtes, personne n'a envie de suivre un dirigeant qui aboie plus qu'il ne dialogue. À trop vouloir intimider, on finit par faire fuir tout le monde. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est justement pour ça que j'ai tenu à vous montrer cette séquence vidéo limpide, comme de l'eau de roche. On y voit les choses telles qu'elles sont. Le vrai sujet, c'est le Sahara occidental, encadré par les résolutions des Nations Unies et les fondements du droit international. Point final. Mais malgré ce désaccord de fond, les Algériens n'étaient pas prisonniers dans leur propre pays. Bien au contraire, ils prenaient l'avion, direction Casablanca sans aucune interdiction, retrouver leurs proches, aller saluer leurs amis ou tout simplement passer quelques jours sous le soleil marocain. Les vols étaient pleins à craquer. Le tourisme fonctionnait. Les liens humains, eux, n'avaient pas été rompus. Bien sûr, il arrivait que l'ambiance se crispe, un ambassadeur rappelait ici une pique médiatique là. Mais rien qui n'approche le niveau d'une hostilité militaire ou d'une haine d'État. Ce n'était pas une guerre froide, juste des frictions diplomatiques ponctuelles. Certes, vous allez me dire, à l'époque, il n'y avait pas encore cette fameuse normalisation avec Israël, ni les tensions explosives au Sahel, ni les groupes terroristes qui gangrenaient le nord du Mali, ni les coups d'État en série dans la région, ni le chaos libyen à nos portes. Peut-être que face à ce tableau géopolitique plus chargé, même Bouteflika aurait dû ajuster sa posture. Peut-être. Imaginons un instant que Bouteflika soit encore aux commandes aujourd'hui. Peut-être aurait-il changé de prisme. Peut-être qu'il aurait regardé la carte du monde avec un œil plus pragmatique, se disant que finalement, pousser pour l'indépendance d'un nouveau territoire dans cette région déjà saturée de tensions, ce n'est peut-être pas la meilleure des idées. Parce que, soyons honnêtes, on a déjà du mal à stabiliser les États qui sont là depuis les années 60. Ils luttent pour leur survie entre instabilité chronique, insécurité rampante et menaces djihadistes. Alors imaginez en rajouter un de plus dans cette marmite explosive. Créer un nouvel État, c'est bien joli sur le papier, mais qui va en garantir la sécurité, qui va le protéger des factions armées, des crises, des influences extérieures. Peut-être qu'avec le temps, même Bouteflika aurait fini par reconnaître que l'indépendance dans ce contexte-là, ce n'est plus un rêve révolutionnaire, mais un casse-tête ingérable. Le vrai drame, c'est qu'au lieu d'évoluer avec son temps, de comprendre les dynamiques nouvelles et d'agir avec lucidité, ce régime s'enferme dans une vieille logique de règlement de compte. Le dossier du Sahara occidental, au lieu d'être traité comme une question de droit ou de diplomatie, est devenu un prétexte pour nourrir la rancune, un levier pour attiser les tensions, une arme pour secouer l'équilibre régional. Résultat, depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, la relation entre Alger et Rabat ressemble à un brasier permanent. Et devinez qui en paie le prix? L'Algérie elle-même. À force de multiplier les coups d'éclat, c'est elle qui endosse l'image du fauteur de troubles du voisin hostile du pays, qui n'a qu'une obsession: saboter la paix. Désormais, l'Algérie n'est plus perçue comme un acteur de stabilité. Non, elle devient le voisin qui gronde, qui menace, qui ferme les portes au dialogue. Et cette posture rigide, agressive, finit par nuire à ses propres intérêts. Et c'est bien là que réside l'inquiétude des grandes capitales occidentales. Washington songe à intervenir non par bonté d'âme, mais parce qu'un brasier nord-africain, ça fait désordre sur la carte de la stabilité mondiale. La Maison-Blanche, l'OTAN et leurs alliés n'ont aucun intérêt à voir le Maghreb s'enflammer. Un incendie entre Rabat et Alger, et c'est toute la Méditerranée qui risque de se retrouver sous tension, aspirée dans une spirale explosive. L'histoire récente a laissé des cicatrices profondes, la Libye éclatée, la Syrie broyée. Alors soyons clairs, personne, ni à Bruxelles, ni à New York, ni à Moscou, ne veut voir ce même scénario se rejouer dans une Algérie instable ou un Maroc sous pression. Le monde n'a ni l'envie ni les moyens de rallumer ces étincelles-là.